Alors, est-ce que Georges Abirad est en ligne? Bon, c'est le triomphe de la technique. Oui. Georges Abirad est chirurgien libanais à Beyrouth. C'est un orthopédiste qui devait faire sa présentation avant l'accident gravissime survenu à Beyrouth dans le courant de l'année dernière. Et nous le saluons, nous sommes très heureux de sa collaboration avec l'Académie et nous lui donnons la parole. Bonjour Georges Abirad, à vous la parole. Il entend? Bonjour. Est-ce qu'il nous voit? Oui, d'accord. Voilà. Bonjour, je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous pour des raisons à ce qui se passe dans le monde actuellement, malheureusement. Mais je suis quand même heureux d'être avec vous sur online. Et je remercie Monsieur le Président et aussi Monsieur le Secrétaire Général. Et je salue tous mes chers collègues. Ma communication, elle sera à propos du traitement chirurgical du pied plat, valgus idiopathique chez l'enfant par arthrohérésis. On sait que la plupart des enfants naissent avec un pied plat jusqu'à l'âge de 5 ans et que durant la première décennie de la vie, l'arche il va se former et qu'il persiste quelques pieds plats à l'âge adulte avec un pourcentage allant entre 10 et 20%. Alors, le pied plat, il est dans la plupart des fois associé à un valgus de l'arrière-pied, la majorité des fois à une abduction du médio-pied et parfois à une supination de l'avant-pied. Mais tous les pieds plats ne sont pas les pieds plats, en général, ils sont asymptomatiques. Je suis désolé, asymptomatiques. Et on n'opère que les pieds plats symptomatiques. Ce sont comme par exemple les pieds plats flexibles, sévères, douloureux et qui présentent des signes de risque et qui résistent au traitement conservateur. Le pourcentage, il est à peu près entre 0,5% et 5%. Aussi, on peut opérer les pieds plats douloureux associés à une coalition tarsienne. Le pourcentage, il est à peu près de 10% et la bilatéralité, elle est à peu près de 50%. De même, on opère aussi, l'indication chirurgicale peut se poser pour des pieds plats dans les maladies neuromusculaires. Quels sont ces signes de risque qui nous poussent parfois à opérer les pieds plats symptomatiques? On a essentiellement la rétraction du tendon d'Achille. C'est un facteur de récidive. C'est un facteur qui déclenche la douleur du pied plat et ça limite la flexion dorsale de la cheville et on a une force qui se fait au niveau de la sous-talienne. L'autre risque, c'est la coalition tarsienne rigide. Comme on avait dit, elle est de 10% des cas. Une fois qu'elle commence à se déclencher, il faut opérer à ce moment-là les pieds plats. En général, c'est aux alentours de l'âge de 10 à 11 ans. Dans le cas où on a un os naviculaire accessoire, c'est un signe de risque car il est responsable des pieds plats dû à une faiblesse fonctionnelle du tendon tibial postérieur. Quel est le traitement chirurgical du pied plat? Il est divisé en 3 types. On a les repositionnements, on a les osteotomies de calcaneus et on a les arthrodèses. Voilà. Les repositionnements se fait en repositionnant le talus sur le calcaneus
et en le maintenant par un implant sous-talien. C'est ce que j'utilise personnellement. Cet implant, c'est une endoprothèse. Parfois, on utilise, après repositionnement, une vis, on l'a appelée calcanéoscope, qui est une sorte de prothèse exosinus tarsal. Et puis, il y a l'opération du cavalier qui est bien connue avec la vis calcanéo-calcanéenne. Les osteotomies du calcanéus, comme vous le savez, c'est une médialisation du calcanéus, ou bien on a aussi l'allongement du bord latéral du pied par ostéotomie du calcanéus selon la technique d'Evans avec greffe osseuse. L'arthrodèse peut être indiquée surtout dans les pieds plats rigides et les meilleurs résultats viennent avec les triples arthrodèses ou bien la double arthrodèse. Comme j'avais signalé, la communication, elle parle de l'endoprothèse, repositionnement et stabilisation par endoprothèse. On appelle ça l'arthrohérésis par implant sous-talien. L'arthrohérésis, ça vient du grec, ça veut dire joint raising, relever l'articulation. C'est une opération qui limite le mouvement d'une articulation et qui ne l'annule pas. Elle le limite en cas d'une mobilité excessive. Elle diminue l'éversion, dans notre cas, excessive de la sous-talienne. Pour ce faire, il faut orienter correctement le talus sur le calcanéus et fixer temporairement la sous-talienne. Ceci va permettre un remodelage des surfaces articulaires. Néanmoins, il faut que la déformation soit réductible et que le pied soit en croissance. Cette technique se fait par une petite voie d'abord au niveau du sinus du tarse. On le nettoie du tissu adipeux et des filets, quelques filets nerveux à ce niveau-là. Et on utilise un instrument spécifique appelé le levier de Villado qu'on l'introduit dans le sinus, sous le col du talus, et en faisant un geste vers le bas, on réduit le valgus du calcanéus. Ceci va permettre d'ouvrir le sinus du tarse et de relever le talus vers le haut, l'arrière et vers les métatarses. Et l'aide pendant ce temps-là, il fait une pronation de l'avant-pied pour bloquer et garder ouvert le sinus du tarse. Pour bloquer cette réduction, on utilise un implant qui est la prothèse Calix, qui est faite de deux pièces, une pièce centrale métallique et une pièce périphérique en polyéthylène. C'est une prothèse à expansion. Quand on la met, ça produit une expansion et ça maintient le blocage relatif de l'articulation. J'associe toujours, pratiquement toujours, des gestes avec mon intervention, notamment un allongement du triceps par 3 hémi-incisions. Aussi, ceci va favoriser la flexion dorsale de la cheville et va donner spontanément une réduction du valgus du calcanéus. Vu que j'estime qu'il y a un déficit relatif du tendon tibial postérieur, même en absence d'os naviculaire accessoire, je fais un avancement du tendon tibial postérieur avec une pastille osseuse et je le fixe avec une vis au niveau de C1 et je le renforce avec des fils résorbables, notamment
avec le tendon tibial antérieur. Voilà. Dans le cas de coalition talo-calcanéenne, je résecte la coalition et aussi j'utilise parfois la vis d'expansion au niveau du sinus de tarse, mais à ce moment-là, j'utilise une taille un peu plus importante que d'habitude pour maintenir ouvert ce sinus et empêcher la récidive. Par contre, c'est un peu plus difficile dans les coalitions calcanéo-naviculaires car parfois, on a une résection importante et on a une certaine instabilité. Peut-être qu'une vis calcanéostope peut avoir son indication à ce niveau. J'ai commencé cette technique en 2002 au Liban et je continuais à le faire jusqu'à actuellement. Mais notre étude va de 2002 à 2018. J'ai recensé 140 patients, plus de garçons que de filles, pour des raisons de recrutement, surtout militaire, de mes patients. J'ai 260 pieds, l'âge allait de 9 à 13 ans, j'avais 6 patients qui avaient 16 ans, j'avais 14 naviculaires accessoires, 16 cas avec synostose. Dans tous les cas, j'avais des gastrocnémiens rétractés. L'Achille était rétracté dans 4 cas neurologiques et 16 cas de synostose. Donc, en total, j'ai 240 pieds réductibles, plus 4 pieds neurologiques et 16 pieds avec synostose rigides, non réductibles. Dans notre étude, on a pris en considération surtout la flexibilité de l'arrière-pied, soit par l'examen clinique de la mobilité du calcaneus, soit par la pointe des pieds, en regardant la réduction du valgus calcanéen, soit surtout aussi avec le geste de Jack par traction sur la ponevrose plantaire. On refait on refait la voûte plantaire. Pour le tendon d'Achille, l'étude de la rétraction d'Achille a été faite par la manœuvre de Silver-Skjold, bien connue, genou fléchi, genou en extension, en étudiant la flexion dorsale de la cheville en maintenant l'arrière-pied en légère supination, supination. Le bilan radiologique a consisté simplement à des radios simples du pied en charge de face et de profil. Sur le profil, on a étudié la ligne de Méhari, que si entre le talus et le premier métatarse, dans le cas où cette ligne est augmentée, on a une verticalisation du talus. On a étudié aussi sur le profil l'inclinaison du calcanéum, l'inclinaison du calcanéum au angle de pitch. Dans le cas où il est diminué, ça nous donne une idée sur l'affaissement de la voûte plantaire. Sur la face, on a étudié l'angle entre le talus et le premier métatarse. Et dans le cas où, normalement, il doit être aligné, dans le cas où il est augmenté, on a considéré qu'on avait une subluxation talonaviculaire et une abduction du médio-pied, et ça changeait parfois l'indication chirurgicale. Donc, notre étude est une étude rétrospective. Nos paramètres cliniques et radiologiques mesurés étaient avant l'intervention, après l'intervention et à la révision. On a recensé, comme on avait dit, 240 pieds flexibles, 16 avec synostose, avec coalition et 4 pieds neurologiques. Nos résultats sont subjectifs
avec participation très importante de l'avis du patient. On avait 42 cas d'excellents résultats, avec un résultat tout à fait, aucune plainte, vie normale, activité normale. 182 cas de bons résultats, avec pratiquement une activité normale, néanmoins une activité sportive particulière qui limite son exercice par le patient opéré. On avait 14 cas d'acceptables, de résultats acceptables. Ce sont des résultats où il y a une amélioration des patients. Néanmoins, quelques activités physiques n'étaient plus possibles. Et puis, on avait 2 cas de mauvais résultats. Ce sont des cas non améliorés par l'intervention chirurgicale. Donc, nos résultats à la révision, on avait 12 pieds de réduction insuffisante, mais ils étaient mieux qu'avant. On avait 5 pieds d'amyotrophie due à l'Achille. On avait 2 pieds de réduction exagérée, mais ils étaient asymptomatiques. On avait 12 pieds de douleur latérale de la cheville, mais la douleur a disparu après ablation de l'implant. On avait un seul cas de contracture des fibulaires. Un cas d'expulsion d'implant, aucune rupture de l'implant et 4 cas d'intolérance à l'implant par probablement une synovite réactionnelle. Voilà en fait le premier cas que j'ai opéré, c'était en 2002. C'est Myriam, elle avait 12 ans à cette époque. Et c'est le seul cas bilatéral. Elle avait un pied plat bilatéral valgus idiopathique stade 3 et je l'ai opéré par la technique d'endoprothèse avec allongement de l'Achille et avancement du tibial postérieur. Et le résultat qui se maintient, elle fait partie des résultats, d'excellents résultats de mes patients. Voilà. Nous avons présenté avec Olivier Jardet en 2006 les résultats du traitement des pieds plats par vis d'expansion à la sauve-côte et on a eu une amélioration du score de Kitaoka net à 89. Aussi, à propos de 50 cas, en 2007, j'ai présenté à la sauve-côte et j'ai eu comme résultat une amélioration du score de Kitaoka notable et surtout une différence significative entre les empreintes pré- et post-opératoires, mais aucune différence significative entre les empreintes post-opératoires et à la révision. À quel âge on peut opérer ces patients? La littérature française n'est pas riche. Il y a beaucoup de communication sur ce sujet, mais au point de vue littérature, c'est surtout la littérature internationale, notamment américaine ou bien européenne, sur ce sujet. Les Allemands, ils ont publié à propos de 95 cas et ils ont montré que le meilleur âge était entre l'âge de 9 ans et 12 ans et qu'opérer avant l'âge de 8 ans, on n'avait pas de bons résultats qui se maintenaient et qu'après l'âge de 13 ans, on avait des résultats qui étaient partiellement dotés de succès. La question qui se posait, est-ce que ces résultats se maintenaient avec le temps, à l'âge adulte, à la maturité? Apparemment oui, puisqu'il y a une étude italienne qui a montré ceci à la fin de la croissance,
et ils ont montré que la morphologie se maintenait et les résultats radiologiques se maintenaient à l'âge adulte et à la maturité osseuse, notamment pour la ligne de Méhari et pour l'angle de Méhari. Est-ce que cette technique elle est unique pour le traitement du pied plat? L'arthrohérésis par voie par technique endoprothèse, elle donne de très bons résultats, mais il y a une étude aussi italienne qui a montré que l'arthrohérésis par technique exo-sinus-tarsale aussi avait à peu près les mêmes résultats que l'arthrohérésis par technique par endoprothèse. Ils ont publié ça à propos de 402 cas et par une étude rétrospective. Donc, en conclusion, je pense que l'arthrohérésis par endoprothèse est une très bonne technique pour les pieds plats flexibles en phase de croissance et que il y a une corrélation clinique et radiologique qui se maintient à l'âge adulte, mais surtout, il faut que ce pied soit flexible et relativement en croissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Georges Abirad. Je crois qu'Olivier Jardet est encore en ligne. Oui. Merci Philippe. Je tiens à féliciter Georges pour cette belle communication. Effectivement, il faut que ce soit un pied souple et c'est très intéressant de corriger cette divergence parce que le pied plat, c'est une divergence thalamo-calcanéenne avec une augmentation et donc redonner de l'espace dans le sinus du tarse permet de corriger cette divergence, d'autant plus que les enfants sont jeunes. Georges, j'aurais quand même une question à te poser parce que nous avons mis au point effectivement cette technique ensemble. Moi, je les mets quand même en décharge pendant un mois après l'intervention chirurgicale, eu égard à l'allongement fréquent du tendon d'Achille et la mise en place de cette vis d'expansion du sinus du tarse. J'ai eu l'impression dans tes diapositives que tu les mettais en charge tout de suite. Alors, est-ce que tu peux me répondre sur tes habitudes? Est-ce que tu as évolué? Moi, personnellement, je les mets en décharge. Je suis comme toi, je les mets en décharge parce que je fais à tous mes patients un avancement du tendon tibial postérieur et un allongement de l'Achille. Donc, je mets une botte plâtrée systématique pour 6 semaines et après, je commence la rééducation et puis l'activité sportive, ils la reprennent pratiquement la plupart à l'âge de après 3 mois en général de l'intervention. Tu fais comme on faisait autrefois. Merci beaucoup et je suis très heureux. Tout à fait. Oui, j'avais une question à poser aussi. Possible? Est-ce que c'est possible? Du retard. Vas-y. Oui, non, simplement, nos collègues italiens utilisent beaucoup d'endoprothèses. En France, c'est une opération qui est très peu pratiquée. Mais nos collègues italiens préconisent d'enlever la prothèse systématiquement au bout d'un an. Donc, je voulais savoir quelle était l'attitude de notre collègue libanais sur l'ablation de ces endoprothèses. À vrai dire, j'ai commencé selon la littérature. C'est-à-dire, au départ de mon expérience, je disais aux parents qu'il faut enlever la prothèse à la fin de la croissance. C'est-à-dire, j'attendais l'âge de 14 ans, 15 ans. Mais avec le temps, il y avait des patients qui revenaient me voir et qui n'avaient aucun problème. Et la majorité des patients oubliaient de revenir me voir. Et à la révision, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune gêne, qu'ils avaient une vie tout à fait normale et qu'ils conservaient leur prothèse. Alors, je me posais la question s'il fallait l'enlever ou non à l'âge adulte, etc., si ça limitait la mobilité. Et comme
et comme je voyais que vraiment il y avait une adaptation de la prothèse, peut-être parce que je les opère entre l'âge de 9 ans et 11 ans, peut-être qu'il y a une adaptation plus efficace, je ne sais pas. Mais néanmoins, je dis aux patients qu'il faut l'enlever à la fin de la croissance, mais dans la majorité des cas, je ne l'enlève pas pour différentes raisons. Merci Georges, merci Jacques de cette question. À titre personnel, moi je ne les retire plus du tout systématiquement et je vais même vous avouer que j'ai complètement étendu les indications de ces prothèses d'expansion puisque maintenant j'en mets même chez des adultes. Souple, bien entendu, toujours souple. Bien, eh bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur Abirad. Et puis, on est quand même content d'avoir pu vous recevoir avec tout ce qui vous est arrivé en 2020 entre le Covid et cette explosion au port de Beyrouth. Et nous vous disons à bientôt.